Nous allons aller d'une capitale à l'autre pour faire le point. Tout d'abord aux États-Unis, où l'on retrouve ce matin Mathieu Mabin. Bonsoir Mathieu, c'est la soirée pour vous. Que sait-on de ces dernières frappes américaines, tout d'abord en Iran ? Alors, cette nuit, les États-Unis ont frappé et ont frappé fort. Près de 20 objectifs en Iran. On n'est plus dans une frappe symbolique comme on l'avait imaginé ou dans une simple démonstration de force. Disons-le, le volume des cibles indique une opération préparée visant clairement plusieurs couches du dispositif militaire iranien. Vous en avez parlé, des centres de commandement, la défense aérienne également, les capacités de lancement et les infrastructures de soutien, notamment tout ce qui touche à la capacité missile de l'État iranien. En parallèle, l'Iran, de son côté, a lancé, vous l'avez dit, une riposte comprenant missiles et drones, mais selon les premières évaluations américaines, là c'est le Pentagone qui communique, la quasi-totalité des projectiles aurait été interceptée et surtout Washington affirme ne disposer à l'heure où on se parle, mais l'expérience nous dit que cela peut évoluer. Washington, au moment où on se parle, évoque aucune information faisant état de victimes américaines ni de dégâts significatifs sur les installations visées, et c'est important. Autrement dit, au lever du jour, le bilan militaire paraît largement favorable aux Américains. En tout cas, c'est comme cela que l'administration du président Trump présente les choses. Ils ont frappé massivement, tandis que la riposte iranienne semble avoir produit des effets limités. Mathieu, vous restez avec nous. On part maintenant à 10 000 km de là, retrouver notre correspondant à Téhéran pour faire le point côté iranien. Bonjour Siavosh Ghazi. Quelle réaction côté iranien ce matin à ces frappes ? Côté iranien, la version, bien sûr, est toute différente. L'Iran a confirmé les attaques, une vingtaine d'attaques américaines vers 1h du matin contre l'île de Resh, autour de la ville de Bandar Abbas, mais aussi la région de Syrie qui est à l'est du détroit d'Ormuz, et Jas, qui est le nouveau terminal pétrolier de l'Iran, mais parle de frappes contre une antenne de télécommunications, des installations d'épuration d'eau potable et aussi des réservoirs d'eau potable, et ne confirme pas, ce qui est peut-être compréhensible, des attaques contre des installations militaires. La riposte iranienne est venue 1h30 plus tard, à 2h30 hors local, et puis une seconde vague de frappe à 4h et une troisième vers 6h, et les attaques semblent vouloir se poursuivre. En tout cas, selon Téhéran, il y a eu donc des attaques contre 2 bases américaines à Koweït, ensuite deux bases américaines à Bahreïn, la base Al-Salem, et surtout le siège du CENTCOM qui héberge la 5e flotte américaine, la plus grande base américaine. Et depuis la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, une base américaine, Al-Zaraq, a été visée, une base très importante en Jordanie, notamment où sont stationnés des avions F-35, et les gardiens de la Révolution affirment que les hangars donc de ces F-35 ont été visés directement, et donc parlent d'un succès important, et parle également d'un drone MQ-9 qui a été abattu dans la région de Boucher, un peu plus au nord du golfe Persique. Donc pour Téhéran, il s'agit d'une réponse donc disproportionnée, mais dans le sens de l'Iran, puisque ce sont des bases américaines qui ont été touchées non seulement dans le golfe Persique, mais aussi en Jordanie. Ça veut dire qu'on joue l'escalade, et donc malgré les frappes de la nuit, la réponse de l'Iran est venue avec beaucoup plus de force. Merci Siavosh. On va retourner à Washington, retrouver Mathieu Mabin. Mathieu, on sent bien que Donald Trump tente de préserver sa crédibilité. Cette nouvelle surenchère, elle peut surprendre. Il aimerait tout de même bien sortir du bourbier iranien et trouver une issue diplomatique à cette crise. Oui, effectivement, même si on voit bien à travers les échanges que nous avons en ce moment, le contraste entre les déclarations des deux belligérants, il illustre à lui seul cette crise et la guerre de communication qui oppose les deux pays. Paradoxalement, ces informations plaident plutôt pour une désescalade contrôlée en réalité que pour un embrasement immédiat.
Personne ne veut que les choses dégénèrent. Pourquoi ? Parce que l'Iran a répondu, il a sauvé la face sur le plan politique et stratégique en quelque sorte. C'est un jeu que l'on a déjà observé entre l'État hébreu et Téhéran il y a quelques jours à peine, souvenez-vous, avec ces missiles iraniens qui ont été interceptés dans leur écrasante majorité par le dôme de fer israélien. Alors que l'on sait que l'Iran, quand l'Iran en a la volonté, eh bien les missiles passent. Mais si la quasi-totalité de ces missiles et drones ont effectivement été interceptés, ce qui reste à confirmer, rappelez-vous qu'on est dans une guerre de com, et qu'aucun militaire américain n'a été touché, Washington n'est pas sous pression pour lancer immédiatement une nouvelle vague de frappes, en tout cas pas massive. Et c'est ça le point essentiel à retenir sans doute aujourd'hui. Le point clé est là. Dans ce type de confrontation, les victimes américaines sont souvent le facteur qui change tout, qui confisque finalement au commandant en chef sa liberté de frapper ou pas. Il devient alors indispensable, ne serait-ce que pour nourrir l'opinion publique américaine, d'intervenir. Or, à cette heure, le Pentagone indique précisément qu'il n'y a pas de raison de frapper plus fort. Le risque d'escalade n'a évidemment pas disparu. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président américain comme de l'administration iranienne. Mais les premiers éléments suggèrent que chaque camp cherche encore à envoyer un message plutôt qu'à ouvrir une guerre régionale incontrôlable. Pour l'instant, on reste donc dans la logique du rapport de force, pas encore dans celle de l'embrasement général. Voilà pour la position américaine. Merci beaucoup Mathieu. Quid de l'Iran ? Siavash, l'Iran cherche-t-il aussi une issue diplomatique ? L'Iran affirme qu'il y a eu plusieurs déclarations dans la nuit de plusieurs responsables, qui est notamment Ali Bagheri, le numéro 2 du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui a affirmé que le fil n'était pas rompu, qu'il y avait des échanges de documents par l'intermédiaire du Pakistan et le Qatar. Donc les discussions se poursuivent, mais il n'y a pas encore d'accord sur le sort du détroit d'Ormuz. Et également, il a affirmé qu'il n'était pas question de parler des stocks d'uranium enrichi de l'Iran. Donc ça, c'est un point très important, peut-être plus important que le détroit d'Ormuz pour les Américains en tout cas. Ensuite, il y a une déclaration, donc un avertissement de Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige l'équipe de négociateurs iraniens, qui a affirmé dans un texte sur le réseau X que l'Iran, à l'adresse de Donald Trump, que l'Iran maîtrisait le langage de la diplomatie, mais maîtrisait encore mieux d'autres langages. Si vous ne tenez pas vos engagements, nous allons utiliser le langage que nous maîtrisons encore mieux, ça veut dire le langage de la guerre. Et donc on a vu la riposte iranienne contre des bases américaines dans la région et même jusqu'en Jordanie. Il a affirmé que les États-Unis, l'Iran allait utiliser ce langage si les États-Unis ne respectaient pas. Et puis il y a aussi une déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui demande aux Américains de quitter la région si vous voulez sauver votre vie, protéger votre vie. La meilleure solution, c'est de quitter la région. Le détroit d'Ormuz ne fait pas partie des eaux internationales, ça fait partie des eaux nationales iraniennes et omanaises, et c'est pas votre affaire, c'est notre affaire, a-t-il affirmé. Donc, sur ces différents points, il y a encore beaucoup de divergences, même si le fil n'est pas rompu. Siavash Ghazi depuis Téhéran, Mathieu Mabin depuis Washington, merci à vous de nous avoir